J'ai le plaisir, à présent, d'accueillir comme invité du dimanche Monsieur Éric Bismuth. Monsieur Éric Bismuth, qui est gastro-entérologue, qui est installé à Marseille depuis peu de temps, non pas à titre professionnel médecine, mais en tant que gestionnaire d'un groupe qui vient de reprendre en main l'avenir et tout ce qui se fait dans la clinique de Bonneveine. Monsieur Bismuth, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, puisque nous réalisons cette interview chez vous et que nous nous sentons le devoir d'informer les auditeurs de la première radio associative de Marseille de ce qui se passe dans le quartier de Bonneveine, pas loin du parc Borély pour être encore plus précis. Monsieur Bismuth, qui êtes-vous ? Je suis médecin. Je suis médecin et je suis responsable de la branche santé d'un groupe qui se nomme Doctogestion et qui a repris en main l'avenir et la destinée d'un établissement de proximité qui est la clinique de Bonneveine, que les habitants du 8e et 9e connaissent parfaitement, puisque cet établissement a maintenant presque un centenaire de vie. Et voilà. Donc cet établissement était avant géré par un groupement de mutualité, le Grand Conseil de la Mutualité, qui a connu les difficultés que tout le monde sait. Et nous avons pris cet établissement il y a maintenant près de 6 mois. Et nous gérons donc sa destinée, son avenir et ses orientations dans ses projets de soins. Lorsque vous dites « nous avons pris en main », vous parlez du groupe Doctogestio. Quel est ce groupe ? Alors, Doctogestio est un groupe familial. Il n'y a pas d'investisseurs institutionnels. Nous sommes, mon beau-frère et moi-même, les gérants de cette association, qui au départ était un groupe immobilier, qui a maintenant plus de 12 ans d'existence, et qui depuis 3 ans s'oriente fortement sur la santé, tout au départ par la reprise d'établissements de cure thermo à orientation médicale, puis d'un centre de santé dans la région Île-de-France, un gros centre de santé qui gère plus de 25 000 patients et à peu près 100 000 actes par an. Et plus récemment, donc, dans cette orientation sur la médecine sur Bonneveine, sur Marseille, dans ce quartier, dans les quartiers sud de Marseille, et également dans ce qui est la prise en charge de la personne âgée, sous forme d'EHPAD et de soins à domicile, dans l'est de la France, où le groupe gère plus de 11 maisons de retraite, des EHPAD comme on dit maintenant, maisons de retraite médicalisées, et au total, le groupe gère environ près de plus de 2000 personnes, et à peu près 300 praticiens de santé. Alors, aujourd'hui, nous assistons un peu partout en France aux difficultés des cliniques, d'une façon générale. Et à Marseille, nous avons vécu, il y a quelque temps, une reprise en main d'une grosse clinique de la ville qui devait disparaître à terme et qui a été reprise par un grand groupe. Alors, la mode était la mode de la concentration. Quel est votre objectif ? Parce que vous ne donnez pas du tout l'impression d'être un groupe à concentrer les choses. Est-ce que la proximité est un adjectif qui vous convient ? J'aurais envie de vous dire qu'on est exactement à l'inverse de ce qui s'est fait par le passé, c'est-à-dire que les grosses concentrations sur lesquelles plusieurs établissements étaient centrés sur un même site et les activités étaient concentrées, c'était ce qu'on pourrait dire la mode d'il y a quelque temps. Beaucoup d'établissements et beaucoup de grands groupes s'y sont heurtés et le prix du foncier et de l'immobilier dans ce type d'opération a endigué et a créé des grosses difficultés pour la poursuite des activités médicales, a créé de nombreuses difficultés, même pour les plus gros groupes actuellement en France. Nous, on a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que nous sommes un groupe familial, nous nous intéressons à des établissements à échelle humaine. Vous voyez, l'établissement de Bonneveine a environ une centaine de lits. Ses services hospitaliers sont vraiment à échelle humaine. Les gens se connaissent. C'est un établissement de quartier, de proximité. Et on a essayé, à l'inverse de ce qui se passe à l'extérieur, c'est plutôt de passer par des prestataires externes qui gèrent tout ce qu'on appelle les fonctions transversales, la restauration, le linge. Nous, internaliser toutes ces fonctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur Bonneveine, nous produisons nos repas. Les repas sont fabriqués sur place. C'est bon, les gens sont très contents. Ils sont faits par le personnel de l'établissement, sur lequel toutes les structures de sécurité et de qualité pour la restauration sont faites. Le linge était internalisé. Et l'essentiel des fonctions à la fois médicales, mais également paramédicales, presque hôtelières, qui sont autour d'un établissement de santé, sont faits en interne avec des gens du quartier pour des patients du quartier. Alors vous gérez cette clinique en qualité d'association, puisque c'est au travers
de cette association que vous avez baptisée APATS. Oui, le principe, nous, on vient de l'associatif. On est un groupe privé, effectivement, mais on vient essentiellement de l'associatif. Le principe de la plupart des établissements qu'on gère, c'est l'accès aux soins pour tous. Donc l'essentiel de nos activités sont en activités tiers payants, sans dépassement d'honoraires, accessibles à tous pour la majorité. Et une des particularités de l'établissement, c'est que sur ce site consultent plus de 70 praticiens spécialistes en secteur 1, en dispense d'avance de frais. Et on sait aujourd'hui, comme c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec un praticien en spécialité, que ce soit en ophtalmo ou en dermatologie, accessible pour tous et dans des conditions de sécurité et de qualité qu'on a essayé d'optimiser. Et le résultat est sur le terrain. Vous êtes le seul établissement du coin qui assure la prise en charge du tiers payant. Donc aujourd'hui, c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des territoires de santé les établissements se répartissent en 3 grands groupes, les établissements publics purs, les établissements privés purs et l'établissement qu'on appelle ESPIC, c'est-à-dire établissements privés d'intérêt collectif, sur lequel l'accès au secteur 1 est possible à partir du moment où l'établissement travaille en milieu associatif. Donc nous sommes partis dans le territoire sud de Marseille de ces rares établissements qui le permettent encore. Vous dites nous voulons redonner le souffle. De quel souffle s'agit-il ? Cet établissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, était géré par le Grand Conseil de la mutualité. Vous connaissez ses difficultés. Pendant ces derniers temps, il a été vécu comme l'enjeu majeur de la survie de ce Grand Conseil de la mutualité. Cet établissement a connu de grosses difficultés et il a été cédé comme atout d'une survie et d'une poursuite d'un plan de continuité. Donc c'est vrai qu'il était rentré dans une phase un petit peu difficile et houleuse. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 mois de reprise en main de cet établissement et on peut dire très raisonnablement que cet établissement est sorti de ses grandes difficultés. Bien sûr, cette situation est encore fragile et que beaucoup de choses restent à faire, mais aujourd'hui, l'avenir est beaucoup plus rose, le soleil est en rendez-vous et on espère bien qu'il va briller longtemps sur cette belle maison. On ne peut pas gérer ou reprendre en main sans une certaine rigueur. Vous avez donc privilégié 3 axes. Vous avez évoqué le premier, celui de la restauration tout à l'heure. J'aimerais que vous nous disiez si vous avez des vues particulières sur les charges de fonctionnement ou sur les contrats fournisseurs. Oui, aujourd'hui, il est extrêmement, comme dans toute entreprise, un établissement de santé, c'est que comme une entreprise, elle a besoin de gérer ses charges, comme une ménagère a besoin de ne pas aller au-delà de ce qu'elle a dans son portefeuille que le jour où elle va au marché. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, il a fallu reprendre toutes les charges de fonctionnement, les rationaliser. Donc la première étape qu'on a fait, puisque cet établissement a été repris à la barre du tribunal, c'est reprendre tous les fournisseurs, tous les correspondants de cet établissement et de renégocier tous les contrats. Mais très honnêtement, cet établissement est doté d'un capital sympathie à la fois au niveau des patients, des praticiens, mais également de ses fournisseurs et prestataires. Et on a été portés et accompagnés. Tous ont accepté de faire un gros effort sur leur marge, sur le fonctionnement et sur leur habitude de négociation, de façon à nous permettre aujourd'hui de voir beaucoup plus sereinement l'avenir de cet établissement. Et ces économies de fonctionnement nous ont permis aujourd'hui d'attendre un redémarrage d'activité qui aujourd'hui s'annonce, à la fois en matière d'hospitalisation en médecine, mais également dans les secteurs de consultation, sur le laboratoire qu'on a présent sur place. Donc on a l'impression que quelque part, la mayonnaise a pris, quoi. Alors vous assurez que les pertes sur les 6 derniers mois seraient moins importantes que prévu. Oui. Il faut rester très prudent. Nous sommes à 7 mois de reprise d'activité, donc quelque part, attention, le vent tourne rapidement et le temps peut changer. Mais très honnêtement, on a été porté par les praticiens qui nous ont accompagnés. Je vous dis, depuis qu'on a repris cet établissement, on a signé plus de 15 nouveaux contrats dans des activités qu'on n'avait pas. Par exemple, en chirurgie plastique et esthétique, cette activité n'existait peu ou pas sur l'établissement. Et aujourd'hui, on est capable de proposer une offre dans ce type de chirurgie. Dans la chirurgie de l'incontinence, on a développé un certain nombre de l'incontinence urinaire. On a développé et produit un certain nombre de matériel qui nous permet aujourd'hui d'explorer et de reprendre en charge un certain nombre de choses. Et donc, aujourd'hui, clairement, cet établissement est en train de revoir, sous une autre forme, un positionnement qui est un établissement de proximité, mais un positionnement dans une offre de soins qu'il est capable de gérer dans la qualité et dans la sécurité. Alors, vous avez une vocation locale, une vocation de quartier, mais les activités que vous comptez développer vont vous entraîner à avoir une position un peu plus régionale. Je parle de la chimiothérapie, par exemple. Voilà, donc
encore une fois, clairement, nous avons ici un établissement de proximité, mais un établissement de proximité a besoin d'avoir vocation régionale dans certains domaines. Et donc, nous avons ici une unité de chimiothérapie ambulatoire qui permet de prendre en charge des patients dans le quartier, d'éviter des longs déplacements. Et on sait comme c'est difficile dans la prise en charge de ce type de pathologie d'avoir besoin de se déplacer, d'aller loin pour subir un certain nombre de traitements fatigants. Et donc c'est très important quelque part de pouvoir être sur place et subir ces traitements sur place. Nous avons une unité de soins de suite de réadaptation spécialisée également par exemple dans la prise en charge des patients qui ont une néoplasie ou qui ont un HIV, ce qui fait que permet d'aller beaucoup plus loin. Mais également nous sommes obligés, et c'est la vocation aujourd'hui de l'ARS, et nous sommes tout à fait dans ce partenariat avec les agences régionales de santé, des conventions de recours avec des établissements amis sur lesquels on fonctionne et sur lesquels on va pouvoir travailler dans un complément thérapeutique au profit du patient. Alors, on dénote dans vos propos une implication humaine importante. Première question, quelle est la relation que vous avez avec le personnel dont vous avez hérité ? Très honnêtement, j'ai été favorablement surpris par l'accueil très chaleureux méridional, certes, mais indiscutable du personnel dans cette maison. Vous savez que ce personnel a subi quand même une période houleuse, puisque une période de redressement judiciaire, c'est une période difficile pour l'établissement, mais également pour son personnel. Donc ça a été extrêmement compliqué pour eux. Nous avons été vécus pas comme des sauveurs, mais quand même comme des gens qui avaient envie de faire un bout de chemin avec eux, puisque vous savez qu'ici, il y avait 3 grandes offres à part nous. C'était soit la maison disparaissait pour être un projet immobilier. Deuxième projet, c'était de transférer tout dans un autre quartier de Marseille pour en faire une maison de retraite. Et nous avions été le seul groupe qui avait la volonté de redonner sa vocation à l'établissement. Le personnel n'avait pas du tout envie de changer de vocation et avait envie de continuer dans ce travail qu'on leur proposait. Et très honnêtement, aujourd'hui, on est à peu près à 8 mois. On peut dire un des critères qualitatifs sur la prise en charge, c'est qu'aujourd'hui, on n'a eu aucune démission de personnel, à la fois au niveau des praticiens, ou pratiquement, parce qu'on va citer sur tous les praticiens, un seul praticien nous a quittés, encore pour 2 raisons, et les membres du personnel nous suivent vraiment. Nous avons recréé les instances représentatives du personnel sur lesquelles les réunions commencent à se dérouler, et aujourd'hui on a un accueil très favorable des patients, du personnel, mais ça se ressent sur la prise en charge des patients, puisque un personnel heureux fait des soins de qualité et rend son patient heureux, qui a envie de revenir. Donc quelque part, vous voyez que la dynamique est en train de partir. Alors 15 nouveaux contrats de médecins ont été signés, d'autres sont en cours. Cette clinique est une clinique dans la cité, mais surtout dans le quartier, et on y est attaché pour différentes raisons. Un de vos gynécologues a une histoire avec cette clinique. Oui, beaucoup de gens ont des histoires avec cette clinique. Le taxi qui m'amène régulièrement quand je viens ici a toujours les différents taxis quelque chose à me raconter sur son vécu dans cette clinique, sur ce qu'il a vécu et sur ses angoisses qu'il a vécues vis-à-vis de la fermeture de cet établissement. Aujourd'hui, je pense que les gens commencent à être rassurés sur l'avenir de l'établissement. Mais c'est vrai qu'on a été accompagné par un certain nombre de praticiens, certains qui ont voulu repositionner leur offre de soins parce que, comme vous le savez, Marseille a été le sujet de nombreuses recompositions territoriales sur des établissements qui ont fusionné, et pour certains c'était plus facile de venir travailler dans le sud habitant à proximité, mais pour d'autres qui ont grandi dans ce quartier et qui ont bénéficié de l'offre de soins par le passé offert par cet établissement, ont voulu nous accompagner en nous disant clairement si cet établissement a des chances de repartir et de redonner à sa population ce qu'elle avait donné par le passé, je veux en être. Et donc certains praticiens sont venus nous accompagner pour nous donner un peu plus d'énergie dans cette reprise, parce que lui-même se sentait particulièrement attaché à cet établissement pour des raisons personnelles plus que professionnelles d'ailleurs. Si l'on vous suit dans le discours et les propos que vous tenez, à terme, peut-être une des rares cliniques de la région à dimension humaine. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir encore dans la prise en charge d'un patient un rapport humain qui persiste. Alors, c'est ce qui est écrit partout, c'est ce qui est recommandé, mais la réalité d'une coopération entre la ville et les établissements est très compliquée à obtenir. Ici, c'est une réalité de tous les jours. Ça veut dire que les médecins de ville hospitalisent leurs patients, les suivent dans les services, ce qui est tout à fait exceptionnel à Marseille, mais également en France. Aujourd'hui, cette prise en charge par le médecin de ville au sein même du service, qui fait ses prescriptions, qui commente auprès de l'infirmière les particularités du patient qu'il connaît depuis des années, ça n'existe pratiquement plus. Aujourd'hui, on offre aux médecins de ville la possibilité de continuer à cette prise en charge, bien sûr accompagné par nos équipes, mais dans une collaboration, c'est-à-dire un ensemble d'équipes, d'une équipe
au service du patient. Et puis, tout ce qu'il y a ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens rentrent, on est en train de recréer des espaces de vie, on a un très joli établissement avec quelques jolis palmiers qu'on essaye de faire et sur lequel on a envie que les gens puissent se promener et pas simplement avoir un lieu de circulation où on vit. Les gens viennent pique-niquer sur nos pelouses le dimanche. C'est un établissement qui est clairement dans la cité, quoi. Vous parlez de palmiers, c'est peut-être un signe prémonitoire. Ils font partie des rares qui n'ont pas gelé à Marseille. Oui, on vient de le restaurer et c'est assez rigolo parce qu'on a refait de l'hôtellerie chez nous, on a repeint les services, on a refait quelques chambres et tout ça. On nous a relativement peu parlé des chambres qu'on a fait. Tout le monde nous a reparlé du travail qu'a fait le pépiniériste sur notre palmier. C'est ce qu'on voit à l'extérieur. Voilà, mais c'est l'emblème de l'établissement. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qui nous a tout de suite marqué quand on est rentré dans cet établissement, cette espèce de palmier central dans cette cour qui est majestueuse. Et aujourd'hui, il a été retaillé et j'espère, comme la clinique, que l'an prochain, de nouvelles palmes bien vertes et bien accueillantes verront le jour. D'une façon générale, Marseille souffre du manque de services d'urgence. Vous en envisagez un ? Oui, alors, vous savez aujourd'hui que les services d'urgence sont soumis à autorisation. Un petit peu comme les taxis, il y a un certain nombre de plaques sur lesquelles on peut faire un certain nombre de choses. C'est soumis à autorisation et ça nécessite un certain nombre de structures. L'ARS aujourd'hui réglemente de façon très sévère les ouvertures de services. Et aujourd'hui, l'établissement de Bonneveine n'a pas de service d'urgence au sens vrai du terme. Sauf que, et on le voit toujours dans ce positionnement établissement de quartier, aller aujourd'hui aux urgences, c'est prendre le risque, un peu comme la roulette russe, de tomber sur un praticien qui n'est pas toujours celui qu'on aurait aimé connaître, qu'on ne connaît pas, attendre quelques heures en attendant qu'on s'occupe de soi, puisqu'on peut passer, vous savez qu'on grade les urgences aujourd'hui, et si on n'est pas gradé comme une urgence extrême, on peut passer plusieurs heures avant qu'on s'occupe de vous. Et donc on a un projet pour redévelopper cette unité de consultation non programmée sur lequel des praticiens du quartier pourront venir en prendre en charge un certain nombre pas d'urgence, puisqu'on n'a pas le droit de dire, mais de consultations non programmées, ou en tout cas d'urgences ressenties, qui n'en sont pas une. Il n'est pas question de faire perdre de chance à un patient qui a besoin de vraie urgence, et ça, on sera très rigoureux là-dessus, mais quelque part d'avoir la possibilité d'un accueil non programmé qui permettrait aux patients d'être vus par des praticiens qu'ils connaissent, dans des délais raisonnables, utiliser un plateau technique accessible sans avance de frais, puisqu'aujourd'hui, le plateau technique, le labo, la prise en charge par la radio et un certain nombre de choses pourra être fait dans des délais qui soient acceptables au profit des Marseillais, et notamment ceux du 8e et du 9e. Merci M. Bismuth. Avant de conclure, dans les perspectives que vous tracez, vous laissez et vous envisagez une place pour les personnes en situation de handicap. Oui, on a deux grands projets sur lesquels l'ARS nous a sollicité et sur lesquels c'était un peu notre hobby. C'est la prise en charge des personnes âgées et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on est en train d'équiper un certain nombre de chambres de l'établissement pour accueillir de façon décente et de façon qualitative les personnes en situation de handicap, qu'ils soient moteurs ou psychosensoriels, de façon à ce qu'ils soient pris en charge. Le personnel est en cours de formation pour ça. C'est-à-dire que l'hôtellerie n'est pas encore prête, mais le personnel est déjà en formation. Vous voyez comme on est sur ce projet. Et puis la deuxième chose, c'est probablement la prise en charge des personnes âgées. Alors vous savez que pareil comme les urgences, la création d'un EHPAD est soumise à autorisation, mais il n'est pas hors de propos, compte tenu aujourd'hui qu'on a de la surface, qu'on puisse envisager la création de résidences seniors qui soient sécurisées par la présence de l'établissement à proximité d'une prise en charge médicale et qui permet de prendre en charge les personnes avant la dépendance, de façon à être dans des conditions de sécurité et toujours dans cette attitude de prévention, d'être là pour prévenir un certain nombre de pertes d'autonomie grâce à la structure médicale de proximité. Dans vos plans d'organisation, y a-t-il une place pour la politique de communication ? Oui, c'est extrêmement important. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de démocratie sanitaire, c'est-à-dire que le patient est responsable de sa prise en charge. Il va choisir son praticien, il va choisir son établissement, il va aller sur Internet pour savoir s'il est classé dans le palmarès de l'Express ou de l'ARS en fonction d'un certain nombre de critères de qualité. Et la politique de communication est extrêmement importante. On est là aussi pour ça, vous voyez, devant votre radio, parce qu'on a besoin de montrer qui on est, on a besoin de montrer que notre souci, c'est le patient et la prise en charge collégiale, pluridisciplinaire, dans la qualité et dans la sécurité au profit du patient, et qu'on s'inscrit vraiment dans cette démarche concrète et sur le terrain. En tout cas, merci de votre accueil, monsieur Bismuth. Nous sommes ravis de ce petit entretien qui, nous l'espérons, va éclairer la lanterne de chacun et de chacune de nos auditeurs. Radio JM, qui est la première radio associative de Marseille,
est à votre disposition, est ouverte pour communiquer aussi pour vous, puisque tout ce qui est proximité est pour nous très important. Vous êtes dans un quartier très important pour notre radio aussi. Nous vous donnons un prochain rendez-vous sur notre antenne pour de bonnes nouvelles encore, souhaitons-le. Et je voudrais vous laisser le mot de la fin. Non, honnêtement, comme je vous le disais précédemment, pour moi, Marseille, c'est un lieu de villégiature. Aujourd'hui, on bosse beaucoup pour la ville, on bosse beaucoup pour le quartier, on travaille beaucoup pour cet établissement parce qu'on y croit vraiment. C'est un établissement qui a des atouts majeurs. Je pense qu'il ne méritait pas de disparaître. 100 ans de bons et loyaux services au profit des Marseillais, ça laisse quand même des traces dans les gènes des Marseillais. Et nous, on voulait être là pour pouvoir relever un peu ce défi. On est content que ça se passe bien. L'avenir nous dira si on poursuit sur cette voie, mais on a de bons espoirs en cela. Maintenant, j'ai envie de dire aux Marseillais, voilà, il est là, cet établissement, on l'a mis à votre disposition. On a un laboratoire, ce qui est rare dans le quartier, avec un médecin qui est capable de vous rendre les résultats tout de suite. On a un centre de consultation où vous avez accès aux patients, vous avez accès à un certain nombre de spécialités comme rarement on peut avoir dans n'importe quelle région de France. Vous avez des praticiens de qualité qui sont à votre service, et nous-mêmes, on est à votre service. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à, quoi, si j'ose dire. Bien, bon vent à la clinique Bonneveine et à bientôt, docteur. Merci à vous. Au revoir.